Ah, la technologie. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire sans? C'est bien connu, l'homme de tout temps n'a jamais été capable de produire quoi que ce soit d'extraordinaire sans l'aide d'ordinateurs ultra performants. Si je te dis ça, c'est qu'il y a quelques mois, je remarque qu'une de mes étudiantes se met à tapoter sur sa calculatrice, alors que la situation ne me paraissait pas spécialement propice. Je lui demande « Qu'est-ce que tu viens de calculer au juste ?»« -3 + 4 » qu'elle me répond. « Et tu avais besoin de la calculatrice pour ça ?» Et là, elle se met à réfléchir et me répond « C'était juste pour être sûr. Juste pour être sûr. Et là, si je te dis que l'étudiante en question n'était pas là pour réviser son exercice de CP, mais pour préparer un DS, terminal scientifique. Je savais qu'elle était parfaitement capable de calculer cette opération, mais elle avait le fâcheux réflexe d'utiliser directement la calculatrice avant même de se demander si elle pouvait faire le calcul d'elle-même. On est d'accord, ça en dit beaucoup sur la situation. Et pourtant, c'est loin d'être un cas isolé. Si tu t'es un peu reconnu dans cette situation, je te rassure, tu es loin d'être seul. Car la grande majorité des étudiants que j'ai suivis, surtout sur ces dernières années, avaient créé cette même dépendance contre-productive à leur calculatrice. Au point que cela ralentissait le développement de leur capacité intellectuelle. Et je vais être honnête avec toi, je suis également tombé dans ce piège. À la fin de cette vidéo, je te parlerai même des conséquences assez embarrassantes que cela a pu avoir sur mon début de carrière en tant qu'enseignant. Et je te montrerai quelques techniques de calcul que j'ai quotidiennement utilisées pour ne plus avoir à sortir ma calculatrice constamment. Les techniques dont je vais te parler sont basiques et assez simples à mettre en place. Si tu es chaud en revanche pour des versions plus avancées qui épateront l'assemblée, fais-le moi savoir en commentaire. Je te laisse mettre un pouce bleu pour l'algorithme, et on est parti. En maths, le côté visuel d'un calcul est toujours super intimidant. Avant de manipuler ces techniques, mon cerveau avait tendance à se bloquer devant l'apparente difficulté, et à partir de là, plus rien n'était possible. Si je te montre ce calcul, peut-être que tu as déjà les neurones en train de bouillir. 14 x 12. Pourtant on est d'accord, ce n'est pas l'opération de l'année, mais elle sera suffisamment intéressante pour illustrer notre technique. Une fois que tu auras lutté contre l'envie de te jeter sur ta calculatrice, essaie de résoudre ce calcul, et mieux encore, si tu as un chrono dans le coin, essaye de voir combien de temps il te faudra pour y parvenir. Ce que je vais te montrer n'est pas révolutionnaire, mais c'est infiniment pratique. Une fois que tu l'auras utilisé, il sera difficile de revenir en arrière, c'est le concept de décomposition. Je vais décomposer mon gros calcul en une somme de petites opérations. Typiquement, ici, je vais utiliser à mon avantage les outils de factorisation et de développement pour transformer 14 x 12 en 14 facteur de 10 plus 2. Puisqu'on est bien d'accord, 10 plus 2, ça fait bien 12. Cette décomposition va me permettre de me faciliter le calcul en faisant la somme de 14 x 10 égale 140, plus 14 x 2 égale 28. On en déduit que 14 x 12 égale 168. Comme tu as pu le voir, j'ai finalement utilisé des opérations très simples en décomposant intelligemment mes termes. Ici, j'ai pris avantage de la simplicité de la table de 10 pour ma décomposition. Maintenant, je te propose de mettre la barre un peu plus haute. Que dirais-tu de calculer 25 x 998? Avec un peu de chance, tu as déjà commencé à voir comment utiliser la technique. Sinon, ton cerveau a probablement déjà fait un AVC. Je te rassure, on va utiliser le même genre de décomposition intelligente. Allez, je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Ici, le terme le plus décourageant est de loin 998. Mais encore une fois, je vais tirer avantage du fait qu'il soit proche de 1000 pour transformer mon opération en 25 facteur de 1000 moins 2, qui une fois développé deviendra 25 x 1000 moins 25 x 2. Et donc 25 000 moins 50 égale 24 950. Dans les deux exemples que je t'ai donnés, j'ai utilisé une simple décomposition, mais tu pourras en utiliser 2, 3, autant que tu veux. Garde juste à l'esprit que plus tu décomposes et plus tu auras de petits calculs. Alors à toi de trouver le bon compromis qui fonctionnera pour toi. Avec cette technique, tu devrais être en mesure de pouvoir gérer des multiplications que tu aurais laissées normalement à la calculatrice. Bon, c'est bien, mais qu'en est-il des fractions?
J'ai fait une vidéo dédiée entièrement à ce sujet que tu pourras retrouver en description, où je te parle de concepts de base. Mais je voudrais quand même te partager une idée super simple qui est le concept de parité. Quand tu te retrouves à devoir calculer une fraction avec de grands nombres, première chose que tu dois vérifier, c'est est-ce que mon numérateur et dénominateur sont pairs. Si c'est le cas, tu pourras au moins simplifier chacun des termes par 2. Et ça ne peut paraître être pas grand chose, mais pourtant je vois régulièrement les étudiants s'arrêter à ce genre de résultat. 74 sur 36. Je comprends que cela soit très tentant de sortir sa calculatrice, mais on va voir jusqu'où on peut aller avec le concept de parité. Le numérateur et le dénominateur sont pairs, donc on va pouvoir tout simplifier par 2, pour obtenir 37 sur 18. On ne pourra malheureusement pas aller plus loin, car notre 37 est un nombre premier, et 18 n'est évidemment pas divisible par 37. Maintenant, je voudrais aller un peu plus loin et te montrer que tu es capable de faire des calculs en apparence super complexes, juste en réorganisant un peu tes priorités. Je te laisse avec ce calcul qui est très inspiré de ce que tu pourrais retrouver dans un exo de physique-chimie. Wow. Et oui, c'est plus la même chose ici. Mais encore une fois, la difficulté n'est qu'en apparence. Pour faire simple, je vais rassembler ensemble toutes les puissances de 10 d'un côté et le reste de l'autre. À partir de là, je commence mes simplifications. 32 appartient à la table de 8 et 2, je vais donc pouvoir le simplifier. Et j'utilise les règles des exposants pour simplifier les puissances de 10 et avoir ainsi 0,5 fois 10 puissance moins 1 égale 0,05. Je t'ai présenté ici ce calcul en détail, mais dans la pratique, il me faudra largement moins de temps pour le faire de tête que de le faire avec la calculatrice. Et cela va avoir 3 avantages évidents. Je vais calculer souvent plus vite que la calculatrice et donc gagner du temps. Je vais avoir une plus grande confiance en mes capacités et donc je ferai beaucoup moins d'erreurs en général. Pendant mes cours, je limite grandement l'usage de la calculatrice, surtout au début d'une nouvelle collaboration. Je sais, c'est pas super sympa, on a la flemme, c'est pénible, mais après quelques semaines, je remarque très vite des améliorations. Au bout de quelques mois, c'est souvent moi qui demande à l'étudiant de prendre la calculatrice parce qu'ils essaient de calculer des exponentielles ou des logarithmes de tête. C'est donc le moment de se poser la question la plus importante. Quand utiliser et quand ne pas utiliser la calculatrice? Premièrement, ne l'utilise jamais avant d'avoir essayé de calculer par toi-même et ne laisse pas la flemme se mettre sur ton chemin. La flemme, c'est juste le boulet attaché à ta cheville qui t'empêche d'avancer. En plus de ça, ta calculatrice a la fâcheuse tendance de te donner des résultats qui ne sont pas sous la forme exacte, mais approchés sous forme décimale, ce qui est rarement attendu lors de TDS. Maintenant, la calculatrice reste un super outil dans les phases de vérification. Par exemple, si tu veux vérifier que les solutions que tu as trouvées à ton équation sont correctes, ou de vérifier la bonne croissance ou le bon signe de ta fonction en la traçant à la calculatrice. Et si je te disais maintenant qu'abuser de ta calculatrice pouvait te transformer en légume? Ok, c'est un petit peu exagéré, je sais. Mais en réalité, je vais te parler d'une expérience qui a profondément changé mon regard sur l'apprentissage et l'utilisation de mon petit cerveau. Je te redonne le contexte, on est en 2008 et la crise est là. Les rues sont en flammes, les gens sautent des fenêtres, c'est la fin du monde, quoi. Enfin, selon BFM TV. Moi, je terminais tranquillement mon école d'ingénieur et j'ai vu mon offre d'emploi me passer sous le nez sous prétexte que l'entreprise pourrait mettre la clé sous la porte. Je me dis alors que c'est le moment d'essayer autre chose et je me lance donc sans expérience dans le monde de l'enseignement en cours particulier. Quelques jours plus tard, je me retrouve en face de ma première étudiante. Et là, problème complètement inattendu. Je lag. Oui, je lag. Comme ton vieux PC ou ton iPhone -6. Wow. Tous les calculs que je donne à mon étudiante, elle les termine avant même que j'en ai fait la moitié. Ce qui commence à me faire sérieusement douter de mes capacités de mathématicien. Le cours se termine et moi, je suis sur les rotules et j'ai perdu toute notion de fierté. À l'école et dans l'industrie, pourtant, j'étais assez performant, car mon job, c'était souvent de trouver des solutions simples à des problèmes complexes. Réflexion qui demandait de bonnes ressources processeurs. Et là, je me retrouvais en PLS devant une étudiante de terminale qui visait les 12 de moyenne.
Je passe quelques années et je constate que mon cerveau a vraiment repris du poil de la bête. Depuis ma première expérience, je me suis obligé à faire absolument tous les calculs donnés à mes étudiants de tête, et même les plus complexes. Au moins pour avoir des valeurs approchées et vérifier la cohérence de leurs résultats. Et là, je te prie de croire que c'était plus la même chose. J'étais devenu le Usain Bolt du calcul. En y repensant, j'avais juste perdu cette capacité à force de ne pas l'entraîner. Je commence alors à comprendre que mon mode de réflexion dépend du problème que je cherche à résoudre. Et là, ça devrait t'intéresser. En tout cas, surtout si tu veux faire de ton cerveau une véritable machine de guerre. Notre cerveau est équipé d'une boîte de vitesse. Une petite vitesse pour faire de gros calculs et une grande vitesse pour faire plein de petits calculs à la volée. Et moi, à la fin de mon école d'ingé, cette vitesse, elle était un peu grippée. Et tu pourrais me dire, et alors, en quoi ça me concerne, moi ? Les conséquences, elles sont super simples à comprendre. La petite vitesse, destinée à résoudre de gros problèmes, elle est très pratique pour voir loin et se poser des questions difficiles. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ou qu'est-ce que je vais manger demain? Et la grande vitesse, elle est aussi super importante pour répondre à des petites problématiques qui te tombent dessus à longueur de journée et te permet de gagner en agilité d'esprit. Est-ce que je prends un parapluie pour sortir ou non? Ou quelle sauce sur mes frites? De mon côté, je m'étais retrouvé amputé d'une de ces fonctionnalités. Je n'avais pas trop remarqué avant, mais j'avais souvent du mal à prendre des décisions rapides. Du genre, tu veux quoi sur ton sandwich? Ketchup ou mayo? Moutarde? Et je me disais que c'était normal. Mais en fait, pas du tout. Mon cerveau était juste un peu atrophié. Comme quand tu reprends les cours après avoir passé 2 mois sans ouvrir un bouquin. Ce schéma, je l'ai retrouvé très souvent autour de moi. Et tu pourras le constater également, certaines personnes sont souvent bloquées si elles se retrouvent en situation de devoir faire le moindre choix. Et d'autres te donneront une réponse éclair, mais souvent complètement à côté de la plaque. Et si tu veux plus tard trouver une place de choix dans notre société, pas de surprise, il te faudra faire travailler ces 2 vitesses pour tirer le meilleur parti de chaque situation. Utiliser constamment ta calculatrice, malheureusement, te privera d'entraîner l'une de ces capacités. Et même si tu ne le remarques pas tout de suite, c'est un problème pour le toi du futur qui risque de l'impacter plus que tu ne le penses. Ton agilité d'esprit te permet de comprendre les choses plus vite, mais aussi de prendre de meilleures décisions plus rapidement. Et c'en est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. C'est vraiment un sujet qui est rarement traité, mais qui me semble être essentiel, surtout si tu veux développer ton plein potentiel. Comme d'habitude, je compte sur toi pour liker la vidéo et la partager avec un max de monde. Bon courage à toi et n'oublie pas que tu es capable. Bye bye.